Il faut pas chercher à comprendre, mais juste se laisser guider. S'il y a une aventure à vivre, il faut la vivre. Et puis ce n'est qu'un peu plus tard que j'ai imaginé faire de la chanson. Donc c'était chez moi et j'ai lancé la musique. On a essayé au piano et puis ça marchait immédiatement. C'était une évidence. Donc je pense que voilà, on l'a fait quelques fois et on s'est dit très vite, bah allons-y, choisissons une date, allons l'enregistrer. Oui, je pense, j'en ai rêvé de faire une photo avec Pierre et Gilles. Donc on se sent toujours un peu bizarre quand un rêve se réalise et qu'on est là et on se dit ah, est-ce que je suis vraiment moi, je suis là. Je suis un peu comme si j'étais dans mon corps, mais je suis là sans être là. Enfin, on est un peu sonné parfois en réalisant quelque chose de si fort. Et c'est vrai que ce jour-là, j'avais vraiment une grande émotion. Raconte, s'écoute, se lit et se regarde. Raconte, la rencontre. Bonjour Léonard Lasserie. Bonjour, raconte. Merci. Comment on fait? On se tutoie, on se Oh, on voit? peut se tutoyer. On se tutoie. Vous pouvez me tutoyer, bien sûr. Avec plaisir. Non, on peut se tutoyer. Qui es-tu? Que fais-tu? Alors, grande question, si on le savait. Je fais différentes choses qui se répondent, se complètent. Donc, je compose de la musique, ça c'est sûr, je le fais depuis toujours. Je compose des chansons que j'interprète parfois, que je fais chanter. J'écris pour d'autres artistes de la musique. Je produis aussi certains projets. Voilà, c'est un ensemble d'activités qui font ce que je suis aussi, ce que je fais. Voilà, c'est tout un ensemble. On va y revenir. Avant ça, on est aujourd'hui dans un lieu un peu particulier. On est dans une cave parisienne assez connue, Mhm. qui nous ramène aussi à une certaine époque. On est chez Castel, un Oui. endroit que tu connais bien, un endroit de nuit. C'est vrai que c'est une bonne idée qu'on ait pu tourner ici, parce que c'est un endroit dans lequel je me sens bien, que j'ai connu un peu, pas par hasard, mais voilà, même quand j'étais déjà ado, on entendait parler de Castel, qui existait évidemment depuis les années 60, 70, etc. Et on essayait de vouloir y aller ou de rentrer avec des adultes plus grands qui pourraient nous faire rentrer. Donc Ça voilà, marchait? pardon? Ça marchait? Ça marchait, oui, ça marchait parfois. Donc c'est vrai que j'ai dû venir pour la première fois quand j'avais une vingtaine d'années chez Castel. Et puis un peu plus tard, il y a eu à un moment donné une sorte de réouverture du club après travaux, je crois, vers 2013, si je ne me trompe pas. 2012-2013, avec cette décoration d'ailleurs qu'on peut apercevoir. Et j'ai commencé à m'y rendre de temps en temps et trouver l'ambiance vraiment sympathique, accueillante et un peu old school, vintage, comme j'aime. Donc voilà, et naturellement, quelques années encore plus tard, un peu avant le Covid, donc vers 2019, j'ai été amené à faire la chanson Castel avec un vinyle et une chanson qui rend hommage au club et à son esprit d'aujourd'hui et d'hier, mais aussi d'aujourd'hui, puisqu'il se passe plein de choses. Et on a démarré à cette époque une sorte de résidence où je faisais des concerts, où je programmais des artistes de mon label à faire des release parties, des sorties d'albums, des mini-concerts. Voilà, donc on a eu comme ça une vague de concerts en 2019 et puis en 2020. Après, il y a eu une petite pause autour de la pandémie. Et puis ça a repris de façon plus épisodique après avec JJ Johansson qui a fait une ou deux soirées après en 2021-22. Moi, j'en ai refait une il n'y a pas longtemps. Enfin voilà, il y a régulièrement voilà, une sorte de carte blanche de rendez-vous musical, culturel dans ce lieu très accueillant et mythique. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quoi Castel? C'est un club à la base qui est un club privé qui a fait sa notoriété de par ses fréquentations assez mythiques. Je crois qu'il y avait aussi bien Johnny Hallyday que les Rolling Stones, que Jimi Hendrix, que énormément de figures On nous a dit que Serge Gainsbourg mythiques. fumait dans Serge l'escalier. Gainsbourg, il y a son piano d'ailleurs dans le fumoir un peu là-bas. Oui, oui, fréquenté par énormément de... Voilà, c'était un rendez-vous parisien un peu incontournable Des années 70, des 80. années 60, 70, 80. Après, ça a continué, mais la légende a commencé, je pense, à la fin des années 60. T'es nostalgique en fait. Un peu. Pas nostalgique dans le sens où j'aimerais faire un retour vers le passé, mais
il y a des choses du passé qui me plaisent, qui ont une élégance, qui ont un esthétisme, parfois même un graphisme, un décor, quelque chose qui va me plaire. Et donc c'est vrai que ça me plaît par goût, pas par nostalgie de vivre dans une autre époque, mais aller chercher des choses d'une autre époque pour les mettre aujourd'hui et vivre avec, c'est quelque chose qui me plaît bien en général. Voilà, là c'est pour un lieu dont on parle, mais c'est quelque chose qui me plaît aussi bien en musique qu'en décoration, qu'en mode, qu'en cinéma. Enfin voilà, c'est quelque chose que j'applique un peu et qui très souvent me fait dire que oui, je vérifie ça et ça me plaît bien. Ça correspond pas mal à mes goûts. Est-ce que le tempérament d'époque, on vient de citer quelques noms assez mythiques par rapport à l'endroit, le tempérament, l'idée de Paris est une fête et tout ça, c'est quelque chose qui te parle aussi, qui te fait un peu rêver? Oui, je crois qu'il y avait une insouciance ou quelque chose qui est différent aujourd'hui, mais de façon générale, de toute façon, même dans énormément de domaines. Mais dire que ça me fait rêver, je sais pas, non, ça peut me fasciner. Je peux avoir envie de lire des biographies ou des choses qui relatent ces périodes-là, mais j'estime pas avoir envie vraiment je suis assez content, enfin, je suis ni content ni pas content, mais vivre dans le monde d'aujourd'hui, c'est comme ça. Enfin, ça me déplaît pas non plus, même si tout n'est pas comme ce qu'on raconte d'avant, mais il y a aussi d'autres choses et voilà. Donc non, je suis pas. Ça me fait rêver, ça peut plutôt me captiver comme un récit, comme un film qu'on regarde 40 ans plus tard, mais je rêve pas de me transporter dans cette époque ou d'y avoir vécu. En parlant de... Toi, tu es parisien, tu es un Oui. pur parisien. Je suis un pur Parisien. Tu C'est vrai viens d'où à qu'à Paris? Paris, on a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, mais moi, je suis né à Paris, grandi à Paris. J'ai vécu toute ma vie à Paris en voyageant, mais sans bouger réellement. J'ai toujours vécu à Paris. Voilà. Tu as un attachement fort à la ville? Oui, j'ai un attachement fort à la ville. Je pense que je pourrais avoir envie un jour de partir sur des périodes de quelques mois ou ailleurs, vivre la vie un peu de quotidien dans une autre ville, mais dans un autre pays, mais j'envisage pas de vivre ailleurs qu'à Paris. Je me sens bien, je me sens vraiment chez moi. Je connais très bien Paris, donc c'est vrai que je me déplace partout dans Paris en me sentant à l'aise et familier. Et voilà, c'est pas une si grande ville que ça et j'aime bien Paris. C'est quoi ton quartier préféré? Il y a plusieurs quartiers qui me plaisent beaucoup à Paris. C'est vrai qu'ici, on est à Saint-Germain-des-Prés. C'était initialement le quartier qui me faisait rêver quand j'étais enfant, ado. Je prenais le métro dès que je pouvais pour me rendre à Odéon, à Saint-Michel, à Mabillon, aller un peu traîner dans les cinémas, les disquaires, chez les disquaires. Donc j'aimais bien ce quartier qui a changé, qui est maintenant devenu un quartier beaucoup plus, peut-être plus luxe et un petit peu moins culturel, mais il y a quand même des adresses et des lieux qui résistent avec des superbes librairies, des disquaires et une tonne de cinémas, enfin plein de cinémas, les grandes chaînes de cinéma et aussi les cinémas indépendants qui sont là et il y a quand même une concentration de tout ça qui fait que j'aime toujours ce quartier, puis ses cafés, ses terrasses. Ouais, ouais, donc peut-être oui, toujours ce quartier, mais j'aime beaucoup plein d'autres quartiers, Montmartre ou les Jardins du Palais Royal, qui est quand même un des endroits les plus beaux de Paris. Voilà, il y a plein de quartiers qui ont leur charme. J'aime beaucoup Pigalle aussi. Voilà. Tu viens de dire que tu as grandi à Paris. C'était quoi le contexte familial? Tes parents, ils faisaient quoi? Mes parents, Ils étaient déjà dans la création mes ou pas parents, du oui, tout? oui, notre mère, mes les 2 parents, en fait, ont fait de la création. Ma mère plutôt dans le design, dans l'accessoire, dans la décoration d'intérieur et puis dans les lunettes, puisque l'histoire de ma famille aussi est liée à une histoire de création de lunettes.
Donc ma mère faisait des lunettes pour les défilés, pas mal de créateurs, et dans les années 80 avait lancé une ligne de lunettes pour enfants, dont j'étais d'ailleurs l'égérie. Donc de temps en temps sur mes réseaux sociaux, quand je retrouve des vieilles publicités avec moi, enfant, mes cheveux bouclés blonds et mes looks très, très british, avec mes lunettes, c'était des lunettes avec des tissus à l'intérieur, des tissus écossais, souvent, ou à carreaux et rayures, je poste. Et voilà, et tout le monde me dit: «Ah, c'est toi?» Ouais, ouais, parce que donc à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais on allait voir les vitrines des magasins où ils avaient des publicités avec, à mon effigie, Des petits et j'étais léonards en fier. lunettes. Voilà, c'est ça. Et peut-être qu'on peut déjà faire le parallèle. Tu viens de dire que ta famille a une histoire avec ces lunettes et je crois savoir que ton frère, enfin toi et ton frère, vous faites une gamme de lunettes, une collection Exactement. de lunettes assez connue d'ailleurs et bien portée par Oui, ouais, certaines ouais, ouais. personnalités internationales. Ben, je pense que tout ça date d'à peu près. C'est la même époque que mes débuts dans la musique. Mon frère qui a On est à 50, quelle année plus ou on moins? est, euh, on est en 2006-2007. Mhm. Mon frère qui a donc 50 plus que moi avait déjà commencé à relancer une marque familiale qui vivotait, mais qui faisait des jolies lunettes de vue à l'époque. Il a eu envie de créer une marque sous son nom, une marque de lunettes de soleil, plutôt sur un positionnement assez mode, et m'a proposé de le faire avec lui. Donc c'est quelque chose qui m'intéressait. Je connaissais naturellement cet univers, puisque notre enfance, nos parents avaient créé ensuite une ligne aussi pour adultes. Donc je connaissais tout ça, et je savais que je voulais faire quelque chose aussi, peut-être dans la mode. Je pensais à l'époque plutôt à des bijoux, des accessoires, en complément évidemment de tout ce que je m'investissais dans la musique qui m'accompagnait depuis toujours. Et donc m'associer à cette marque de lunettes et de me lancer dans ce projet m'a tout de suite plu, et a été aussi une sorte de respiration pour nourrir aussi mes projets artistiques, ma création, et voilà, parfois faire quelque chose d'autre au milieu de ce qu'on fait nous permet de nous recentrer, ou de canaliser parfois ces idées différemment. Donc, euh, donc on a commencé cette activité-là, et puis quelques années plus tard, j'ai eu l'occasion de finalement me lancer aussi dans les bijoux, mais ça a duré peut-être 2 ans de mémoire, peut-être 4 saisons, quelque chose comme ça. Et puis c'est vrai que la musique se développait, qu'on me demandait des choses, ça commençait un peu à démarrer après quelques années. Et la marque de lunettes démarrait très bien aussi. Et donc j'ai mis en sommeil, enfin j'ai arrêté le bijou finalement m'intéressait, mais moins que le reste, et les journées ne sont pas extensibles non plus. Donc voilà comment je me suis recentré sur mes activités. Il y avait des émulations entre la musique, les bijoux, la lunetterie. Euh, C'est-à-dire? Je ne sais pas, d'ordre d'inspiration. Est-ce que tes lunettes, tu les voyais en musique, tu les voyais portées sur de la musique, ou par les Non, il n'y a bijoux, pas eu vraiment ou tout était cloisonné? il n'y a pas eu de connexion, en tout cas pas sur les premières années, euh, sachant que mon frère, donc Thierry, a plutôt une culture hip-hop, est très nourri d'une esthétique 80 et des prémices du hip-hop. Et voilà, donc si on devait associer peut-être de la musique à nos créations, on était plus dans quelque chose de plutôt hip-hop. Et donc c'est un peu moins. Je connais, c'est un peu ma culture, mais c'est pas ce que j'appelle ma culture. Donc je le connais parce que on a grandi ensemble, et que pendant que moi j'écoutais Mozart et la flûte enchantée, lui il écoutait le début du hip-hop, il regardait les films de Spike Lee, enfin, c'était la New Jack même à l'époque, et puis après la New Jack est arrivée vers le R&B. Donc je connais tout ça, et j'ai suivi tout ça dans les années 90, et comme
les ados des années 90, j'écoutais de la R&B après, et voilà, ça me plaisait aussi. Mais par rapport à la marque, c'est un peu plus tard qu'il y a eu quelques fois des projets qui ont mêlé musique et nos créations. Et j'ai créé peut-être 2 ou 3 fois des chansons pour illustrer des campagnes ou des vidéos qu'on a fait avec des artistes. Donc voilà, il y a eu aussi ça, à travers justement, en se retrouvant, on va dire, musique et création, plutôt sur des influences 80, de pop 80. Je pense notamment à une chanson qu'on avait fait avec Ali Madavi, pour une vidéo qu'on a fait pour la marque, et peut-être l'inspiration était peut-être plutôt l'univers de Kate Bush, quelque chose comme ça, mêlé évidemment à ma façon de faire, etc. Mais cette chanson s'appelait The Golden Year, et j'avais en tête quelque chose qui soit dans l'esprit peut-être de l'album The Red Shoes de Kate Bush, donc qui a un côté très 80. La chanson Constellation of the Heart, j'adore cette chanson. Et voilà, donc j'avais ce mood, et cet esprit 80 peut rejoindre la marque de cette façon. Donc voilà. Après, on cultive aussi des choses assez glamour, assez cinématographiques. Donc finalement, la musique, l'élégance d'une musique, d'un arrangement, d'une mélodie peuvent trouver écho dans une création qui a un côté aussi cinéma. Pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, comment tu définirais ta musique? Ma musique, alors ça, c'est pas facile à définir, parce que souvent on demande à quoi ça ressemble. Je pense qu'il faut l'écouter, parce que déjà il y a eu des différents projets, différents albums, Différentes époques, on peut dire, presque. oui, il y a clairement différentes époques. Puis il y a la musique que je fais pour moi, celle que je fais pour d'autres. Ce qui réunit tout ça, c'est peut-être mon amour pour la mélodie, et la mélodie. Ensuite, habiller ces mélodies peut me porter vers différentes esthétiques. Mais après, dire tout ça, c'est aussi dire que je fais de la chanson, que ça ressemble à de la chanson. J'ai découvert même qu'à l'étranger, on dit chanson. Les Américains disent « Ah, you do chanson ». Donc oui, ça reste de la chanson française, même comme moi, je la veux très pop. Ou que dans le dernier album, il y a des petites incursions un peu vers le trip-hop. Mais finalement, une fois qu'il y a ma voix, que c'est en français, ça reste de la chanson française malgré tout. Donc je dirais que c'est de la chanson française, mais pas que, parce que je compose des thèmes au piano, que parfois chanter en anglais, on a l'impression que c'est autre chose. Donc c'est de la chanson avec une intention pop ou une référence pop qui est quelque part dedans. Je me sens pas non plus chansonnier ou vraiment dans l'esprit de la chanson du passé, mais je compose mes chansons au piano, peut-être pas très loin d'une façon un peu standard, comme si c'était des petits standards, mais enfin justement, les arrangements et les différentes vies qu'elles vont avoir vont montrer que les chansons peuvent avoir différentes couleurs. Et d'ailleurs, voilà, je pense que les chansons existent en guitare-voix, en piano-voix, et selon ce qu'on veut exprimer, on peut leur donner une autre couleur, quoi. Dans ton processus créatif, tu commences par une mélodie ou plutôt des paroles? Alors, ça dépend. Il y a eu pas mal d'expériences différentes. Je pense que j'ai commencé par composer des mélodies seul, Au piano? au piano. D'ailleurs, c'était ce que je voulais faire quand j'étais déjà enfant. Je me prenais un peu pour Mozart, parce que fin des années 80, Il a commencé tôt, hein. on fêtait l'anniversaire je crois que c'était quoi, les 200 ans de Mozart, de la mort de Mozart. Je sais plus, il y avait le film Amadeus aussi qui sortait, et donc j'adorais. Et c'est vrai que j'étais assez fasciné par Mozart. Je crois qu'on m'avait offert un coffret, l'intégrale de Mozart, et donc j'écoutais. Voilà, donc je me rêvais un peu en Mozart, peut-être secrètement. Et puis je composais des thèmes au piano. Donc je composais des thèmes instrumentaux en imaginant des musiques de films ou des musiques de téléfilms même, puisqu'à l'époque, voilà, j'écoutais aussi des BO de films, des génériques, enfin. Donc je composais ça. Et puis ce n'est qu'un peu plus tard que j'ai imaginé faire de la chanson. J'étais toujours, je sais pas, vers 16-17 ans, et là je me suis dit,
il faut trouver quoi dire pour accompagner mes mélodies. Donc j'ai cherché à l'époque des gens qui pourraient écrire, parce que j'entendais souvent que les grands compositeurs avaient trouvé un parolier de façon un peu inopportune dans leur entourage. Et puis finalement, c'était pas fructueux. Et moi, j'écrivais parce que j'ai toujours aimé écrire. Donc, j'écrivais des paroles et j'ai commencé comme ça, en écrivant paroles et musique peut-être en même temps, en faisant d'abord les mélodies. Et puis, un peu plus tard, j'ai commencé peut-être via justement des collaborations avec d'autres auteurs à découvrir l'inspiration sur le texte. Et c'est une autre façon d'appréhender le texte. Et c'est peut-être comme ça que des mélodies se créent sans des mélodies qui n'auraient pas vu le jour sans les paroles. Il y a une musique dans les mots en fait, et j'aime beaucoup aller chercher cette musique dans les mots. Donc ça fait maintenant plus de 10 ans que je travaille avec Elisa Point, qui écrit une grande partie de tous mes projets. Et c'est vrai que dans sa musique, dans ses paroles, il y a une musique. Alors il peut y avoir plein de musiques, évidemment, on la donne à d'autres compositeurs, ils ne vont pas trouver la même chose. Mais il y a quelque chose qui est un peu comme un vêtement bien coupé ou quelque chose qui tombe vraiment bien et qui du coup, moi, c'est comme un grand lit pour m'allonger et me mettre à composer, à trouver quelque chose qui me vient naturellement et qui font vraiment que paroles et musique viennent ensemble. Donc il y a cette façon de faire là maintenant qui est plutôt ce que je fais en général, composer sur les textes, ou alors autre chose qu'on fait aussi ensemble en tandem, c'est paroles et musique en même temps. C'est-à-dire que l'un va trouver une phrase mélodique, ou l'autre va trouver une phrase avec des mots, et puis ça nous plaît, donc du coup on va trouver une accroche, et on va développer tout de suite en temps réel, et créer la chanson, paroles et musique en même temps. Et on en a fait énormément comme ça. Alors pas mon dernier album, mais peut-être les deux premiers albums que nous avons fait ensemble avec Elisa, et puis certains albums qu'on a fait pour nos autres interprètes, on les a fait comme ça. Et c'est aussi très agréable parce que c'est moins solitaire comme création, et on vit un moment de partage et un moment de joie à voir les choses éclore. Donc voilà. Ça doit être très intense comme moment. C'est très intense comme moment quand on découvre que, enfin, c'est toujours magique de voir qu'il n'y avait rien il y a 10 minutes, et tout d'un coup on a une chanson qu'on a l'impression qu'on va aimer pour toujours. Et en général, quand on a fait quelque chose, si on l'a validé, parce qu'on trouve des choses, on ne dit pas qu'on trouve du premier jet, mais souvent c'est du premier jet, et si on est content et qu'on aime, bon, moi c'est vrai que j'ai rarement recomposé une chanson parce que je trouvais que la mélodie, on a le frisson, on l'a pas, on a quelque chose qui nous retient, et quand on l'a trouvé, on fixe et on garde. Donc on a fait beaucoup de chansons comme ça. Et dans le processus créatif, comment tu sais que tu as le frisson, comment tu sais qu'à ce moment-là, il faut s'arrêter, ou rajouter un instrument, rajouter une parole? Ça doit être compliqué, non? Il n'y a pas de recette, c'est plutôt à l'instinct de se jouer ce qu'on vient de créer, de sentir si on a ce qu'il faut, est-ce qu'on a, voilà, est-ce que c'est juste, voilà, il y a pas vraiment, il y a juste le ressenti du moment, comme ça, de sentir si les choses nous paraissent bien équilibrées, que ça va bien avec. C'est un travail sur l'émotion, en fait, un peu. Ah oui, oui, complètement. Et est-ce qu'il y a des fois une émotion que tu n'as pas réussi à traduire en musique? Sûrement. Un truc que tu as cherché, mais t'y es pas arrivé. non. Je dois dire non parce que j'ai tendance à me laisser porter justement par ce qui vient, et ce qui vient, pour moi, c'est ce qui doit venir. Donc je suis pas forcément du genre à me dire il faut faire ça, on va chercher, on trouve pas. Enfin, je suis pas vraiment dans cette recherche-là. Donc je pense que ce qui vient est ce qui doit venir, et donc ça doit rester naturel. Et il y a eu des chansons, des émotions de joie, ou très rarement de colère, mais il y a eu des choses comme ça exprimées dans des chansons, mais globalement, non. Je dois dire que ce qui est sorti dans les chansons correspondait à ce que j'avais envie qu'il sorte, donc non, j'ai pas ressenti vraiment de frustration par rapport à ça, mais peut-être que ça viendra. Comme tu le décris, ça me fait un peu penser à une sorte d'errance, mais une errance contrôlée.
c'est une errance contrôlée parce qu'évidemment on choisit qu'est-ce qu'on va dire et comment on va le dire. Donc même si on se laisse aller, il y a quand même un contrôle puisque, bah, on sait qu'on le fait pour les autres, on le fait pour que ce soit fixé, que ce soit disponible. Donc évidemment que si on a envie de parler de quelque chose, on se dit quand même, on sait comment on a envie de le raconter. Et donc oui, il y a forcément un contrôle à un moment donné, ne serait-ce que dans le côté où on a fait quelque chose et on décide de le garder et de le sortir et de le montrer aux gens. Mais pas plus que ça non plus. On se censure pas, enfin, je me suis rarement censuré. En général, la censure, ça va plutôt être au début. On fait un tout petit début de quelque chose et je me dis: «Oh non, non, finalement, j'aime plus. J'aime pas, on arrête». Donc je vais pas au bout dans ces cas-là. Pareil, d'une mélodie ou quelque chose, je trouve quelque chose, mais je suis pas complètement content. Donc si je suis pas complètement content, généralement, je vais pas au bout. Je laisse un peu en jachère et puis j'y reviens. Et puis il y a 2 possibilités, soit je trouve toujours ça pas bon ou pas, je suis pas emballé, donc là, poubelle. Ou alors j'essaie de trouver autre chose, mais je me rends compte que finalement je vais revenir vers je n'arrive pas à me débarrasser de la première trouvaille et finalement je relativise en me disant: «Bah, si j'arrive pas à m'en débarrasser, c'est que ça doit être comme ça et pas autrement». Donc j'accepte finalement, parce que les mélodies viennent, on sait pas d'où, hein, ça vient comme ça, on sait pas, parfois des choses, Il y a un moment de la journée ou un contexte qui peut favoriser ça? Ou un lieu? Non. Non, non, non. Non, ça peut évidemment, en se mettant au piano, on peut trouver des choses et s'il y a en plus un texte qui nous guide ou quelque chose qui nous stimule ou si c'est une commande et qu'on nous a demandé une chanson pour tel artiste ou tel, film ou quelque chose, alors on a quelque chose dans sa tête, une image et on va essayer de trouver, de composer quelque chose pour, mais enfin mais sinon, non, j'ai souvent trouvé des mélodies, des idées, en voyage ou dans la rue ou dans ces cas-là, je prends le téléphone, j'enregistre, un petit dictaphone et puis je note. Enfin, je retrouve après ou même à l'époque où on avait moins de téléphone, dictaphone et cetera, je notais carrément les notes sur une feuille, pour ne pas oublier parce que, bah, les choses, arrivent et puis elles peuvent repartir si on n'a pas fixé donc voilà. Mais ça peut être un peu n'importe où. Donc je peux faire aussi sans clavier et composer, juste avec la voix et dans ma tête, les accords, les harmonies et cetera et revenir de voyage et directement, jouer sans avoir forcément eu besoin d'un instrument. Tu as toujours un carnet sur toi alors? Oui, un carnet, un portable, enfin oui, on a toujours quelque chose, ouais. Un autre aspect de ton travail, c'est les collaborations. Mmh. Il y en a quand même beaucoup avec des noms, connus et ça nous ramène peut-être dans l'aspect, j'ai envie de dire nostalgique, mais aussi, du lieu où on se trouve, des années, 70-80. Tes collaborations avec, Fanny Ardant, Charles de Trampil, Marie-Paul, des femmes fortes, des femmes inspirantes. Comment ça se met en place, sa rencontre? Bah, ça se met pas en place en fait, je crois beaucoup au destin donc c'est vrai que plusieurs fois, même pas mal de fois, j'ai rencontré ou la vie a mis sur ma route des personnalités qui m'avaient beaucoup inspiré, que j'appréciais, que j'admirais et et quand c'est comme ça, je me dis: «Bah, il faut pas chercher à comprendre, mais juste se laisser guider. S'il y a une aventure à vivre, il faut la vivre». Donc donc c'est ce que j'ai fait avec ces femmes que tu cites ou d'autres. Heu et c'est vrai que c'est assez magique de créer quelque chose avec des personnes qui représentent quelque chose d'assez légendaire et les inclure dans quelque chose de nouveau, d'inédit et de partager ça avec elles, c'est c'est quelque chose d'assez, ouais, d'excitant, de grisant, et évidemment, bah, oui, d'inspirant. C'était des icônes pour toi quand tu étais jeune, quand tu étais ado, tu allais voir des films, Oui, bah, en l'occurrence, ces actrices, là, c'est vrai que oui, bien sûr, c'est, Charlotte Rampling, j'ai dû la découvrir, je pense, bon, comme tout le monde dans des films,
Peut-être, j'ai découvert évidemment les films anciens un peu plus tard, mais en tout cas, je me rappelle que fin des années 90, il y avait début 2000, il y avait les films de Françoise Ozon. On parlait pas mal d'elle, du coup, j'ai regardé un peu les films du passé. Je suis évidemment tombé sous le charme de cette femme, de cette façon de jouer. Et puis quand il y a eu Swimming Pool, je me rappelle, je suis allé le voir tout de suite au cinéma et j'en étais assez fou. Un charisme atypique, hein. Complètement. Ouais, ouais. C'est vraiment là, ça qu'on reconnaît une icône. Ouais. La façon cette façon, ce jeu, et puis cette voix, ce phrasé, c'est vrai que ça m'a beaucoup inspiré. Ça m'a plu, c'est même pas, c'est pas que ça m'a pas inspiré, mais ça m'a assez fasciné. Le visage aussi, le regard. D'ailleurs, en passant là pour venir ici, tu l'as vu aussi. Il y a une boutique, une boutique de une marque de luxe bien qui connue. a fait une campagne avec elle. Mm-hmm. Et j'avais pas vu encore ce cliché-là, j'en ai vu d'autres sur les réseaux sociaux. Waouh, tout de suite, dans la rue, on est complètement... Ça irradie, hein. Ah oui, incroyable. Donc voilà, et j'avais dans ma tête comme ça l'idée de faire chanter. Mais dire dans ma tête, souvent dans ma musique, on me dit il y a quelque chose de cinéma, ces chansons pourraient être des chansons de film. Donc c'est là malgré moi. Et puis faire chanter des actrices ou les faire apparaître sur des chansons, c'est une façon de retrouver ces timbres mythiques et de créer quelque chose, comme un film sonore en même temps, quelque chose d'inédit avec. Donc c'est vrai que l'album de Charlotte Rampling est une réalisation qui me plaît beaucoup, dont je suis assez fier. Elles qui sont d'une autre génération, on peut dire même 2 générations au-dessus de toi, comment elles prennent le fait que tu t'intéresses à leur travail maintenant, que tu cherches à créer la collaboration, que tu crées la collaboration avec elles? C'est quoi leur attitude quand tu viens vers elles? Moi, je pense que ce sont des artistes, des femmes qui se limitent pas à des générations, donc enfin, je sais pas si c'est pas une histoire de génération, je pense. Elle travaille avec plein de gens différents, de différentes générations. Je pense que ce sont plutôt des affinités. À un moment donné, on se capte, on se sent, on a envie. Ce sont des envies. Raconte la forme avec le fond. C'est vrai que pour Charlotte Rampling, j'avais pensé à l'inviter sur la chanson Via Condotti. Et quand elle a écouté la chanson, elle a tout de suite hyper bien réagi. Elle a dit oui, j'entends que c'est pour moi. Et c'était magique parce que moi, je l'avais vraiment imaginé comme ça. Et on s'est répondu, on a essayé très simplement. On s'est retrouvés sur un canapé à essayer chacun sa partie. La rencontre, c'était chez toi? C'était chez moi. Okay. C'était chez moi. Ça a été au téléphone d'abord et puis ensuite chez moi. Et elle m'a dit, ben essayons, allons-y. On a fait connaissance très vite. Elle m'a dit, allez, au travail. Donc j'ai lancé la musique, on a essayé au piano. Donc c'était chez moi et j'ai lancé la musique. On a essayé au piano et puis ça marchait immédiatement. C'était une évidence. Donc je pense que voilà, on l'a fait quelques fois et on s'est dit très vite, bah allons-y, choisissons une date, allons l'enregistrer. Donc ça a commencé comme ça et ça s'est fait dans un moment vraiment sympathique, un élan. Elle était très contente parce que elle avait déjà fait des disques que j'avais d'ailleurs, qui sont pas très connus mais que je trouvais très beaux. Et de temps en temps, elle chantait pour un film, sur une BO, elle a fait quelques fois. Donc je savais qu'elle elle aimait faire de la musique. Et quand on a fait cette chanson Via Condotti, elle m'a dit « mais ça me plaît bien ce que je fais avec vous ». Et moi, naturellement, j'ai dit « mais vous avez fait des albums que j'aime bien, est-ce qu'un jour, refaire un album, ça vous plairait ?» Elle m'a dit bah, « peut-être avec vous, oui ». Et ça a tout de suite matché, forcément, en fait. C'est resté dans un coin de ma tête, mais pas très longtemps. Puisque quelques mois plus tard, je ne saurais pas dire combien de mois, mais voilà, c'était l'été, et puis à l'automne ou à l'hiver qui a suivi, on a été inspirés, parce qu'évidemment, elle est très inspirante, et on lui a écrit tout un album qu'elle a découvert et qu'elle a aimé, et elle a dit, allez, let's go, on le fait. Donc voilà, ça s'est fait d'un élan très naturel entre nous trois, Elisa, pour les textes, moi, la musique, et Charlotte qui arrivait avec sa fraîcheur à découvrir les textes et tout de suite proposer quelque chose de très personnel derrière le micro. Parfois, c'était pas
je m'attendais pas à ça, mais elle sait faire. Donc on était vraiment en présence de quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle va faire et qui a la conscience de la musique. Parce qu'en fait, c'est une vraie culture musicale, une éducation et un savoir-faire. Donc elle sait, derrière le micro, elle savait se placer. J'avais pas besoin de faire des gestes dans tous les sens pour dire quand est-ce qu'on part, quand est-ce qu'on ça reprend. Elle se plaçait très très bien. Parce que même dans des chansons qui sont du talk, en fait, c'est parlé la plupart, il y a un placement, il y a une logique pour que ça paraisse Une intonation. mélodieux. Et c'est des chansons qui sont assez... Il y a des mélodies, mais les mélodies ne viennent pas de sa ligne de chant, mais viennent d'autre chose. Donc l'ensemble, et avec les placements, etc., fait qu'on a la logique du couplet, du refrain, des envolées, etc. Et elle a sa façon de faire a très bien collé. Donc là, on a trouvé une très jolie symbiose sur ce projet. Hier soir, en préparant cette interview, j'ai passé un peu du temps sur ton site et j'ai envie de te proposer quelque chose, une sorte de petit exercice. J'ai renoté les noms de tes albums, de tes EP, et je trouvais qu'ils sonnaient, je vais pas dire comme des questions, mais qui, tout du moins, ils pouvaient nous inciter à en savoir un peu plus de toi. Et j'ai envie de t'en citer 2, 3 Alors, et que tu réagisses dessus. ok, ça marche. T'es d'accord? Allez. Ok. Avant la première fois, c'était quoi la première fois? Alors, la première fois, c'est peut-être peut-être ce premier album, parce qu'aujourd'hui, c'est la date, on est le 6 novembre 2024, et cette date m'a marqué parce que le 6 novembre 2006, je sortais ce tout premier enregistrement qui s'appelle Désillusion, et c'était vraiment, c'était le début d'une nouvelle vie pour moi. Je garde vraiment un très très bon souvenir de cette année-là, et de l'enregistrement de ce disque, et puis de la première fois que j'avais un support pour fixer ma musique, et puis aller vers les gens, la faire découvrir. Et bon, il y a eu tout un parcours après, mais c'est vrai qu'en 2017, il y a eu comme un nouveau premier album. Une nouvelle première fois. Une nouvelle première fois. C'était pas prémédité, mais la chanson, une des chansons s'appelait Avant la première fois, et je trouvais intéressant d'appeler cet album comme ça, parce que c'est ce moment avant la première fois, avant que ça commence, avant ce nouveau départ, avant le vrai départ, avant la première rencontre, c'est assez magique. C'est une excitation, c'est grisant. Ah ouais, c'est une excitation. Moi, pour moi, c'est des excitations. Ouais. On essaye un autre? Allez. Le seul invité, ça serait qui? Le seul invité, c'est soi-même. C'est l'invitation qu'on se réserve. C'est le moment, c'est le jardin intime, en fait. La chanson, c'est le nom d'une chanson aussi, Le seul invité, qui a été un peu la première chanson de ce nouveau départ en tant qu'interprète avec l'album Avant la première fois. Et le seul invité, c'est justement l'histoire de quelqu'un qui ne va pas se rendre à une soirée, qui ne va pas aller dans la comédie, de la mondanité, de la vie sociale, du jeu avec les uns les autres, et qui va préférer rester dans ses pensées, et c'est vrai que autant j'aime beaucoup les interactions sociales et les interactions humaines, les échanges intimes sont des choses l'autre m'intéresse et le sujet de pas mal de mon travail, mais autant cultiver son propre jardin, cultiver sa propre... continuer la connaissance, apprendre de soi, découvrir, savoir qui l'on est, c'est le chemin déjà d'une vie, et passer du temps et être le seul invité à son propre programme, que ce soit culturel, oui, que ça passe par la lecture, par le cinéma, ou par simplement regarder le plafond et penser, réfléchir, se remettre en question, tout ça, c'est un temps qui est très important. Donc, être le seul invité de soi-même, je trouve que c'est bien. À t'écouter ici et maintenant, j'ai l'impression que tu es un être très intérieur. Ah oui, oui, c'est pas forcément ce dont je donne l'air, je sais pas, mais oui, je pense que de toute façon, même pour un être extérieur, en tout cas en ce qui me concerne, c'est très important de garder cette connexion avec soi-même et de cultiver les choses qui nous font du bien, les choses qui nous permettent de réfléchir, le temps, de figer du temps pour soi, sans
trop le donner aux autres. Enfin, je dis ça, je ne dis pas que j'y arrive, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours fait, m'isoler, partir quelque part avec une pile de livres, une pile de disques. À l'époque, on avait beaucoup de CD. Enfin, c'est quelque chose de très important pour Pendant moi. longtemps? Ouais. Pendant J'ai longtemps ou toujours fait des ça. périodes? J'ai toujours fait ça, geler du temps pour, parce que c'est important de moi je me rappelle que même très jeune, je commençais déjà à me parler tout seul et donc je passais tous mes chemins de rue. Parfois je disais: «Ah j'ai envie d'aller acheter le pain» et j'allais acheter le pain, mais juste pour un moment où je me parlais tout seul et je me racontais des choses, je faisais ma propre réflexion en disant: «Ah ça va pas du tout là» ou voilà, pareil des moments comme la douche, comme les courses, comme un trajet en voiture, c'est des moments où j'aime bien me parler. Je me rappelle que, bah, voilà, c'est vrai que la vie de groupe ou que enfin, la vie sociale, nous coupe un peu de ça et ça m'est déjà arrivé de me dire: «Bah, c'est très longtemps que je me suis pas parlé, ça m'a manqué, va falloir repasser un peu de temps, tout seul». Donc oui, oui, c'est quelque chose qui est important, je trouve. On essaye une autre? Ouais. Bah, justement, me porter chance. Ah ah! Comment on se porte chance? Comment tu Comment te se portes porter chance? chance? Heu, Si on le savait, je ne sais pas. Me porter chance, c'était un album où je revisitais des chansons de mes premiers albums et puis je chantais aussi des chansons que j'avais écrites pour d'autres, ou pour une pièce de théâtre, un film, où je mettais en des mots sur des thèmes musicaux que j'avais composés pour différentes choses et de mémoire, oui, je me disais que j'allais choisir, des chansons qui, pour moi, me portaient chance, mais non, on n'a pas la recette pour se porter chance, mais en tout cas, moi, c'est vrai que les chansons m'ont toujours, accompagné et ont été, quelque chose, qui 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 sort de moi et en même temps qui mais même pas que les miennes, hein, d'autres chansons, il y a parfois des artistes que j'écoutais, je me disais: «En écoutant ça, il pourra rien m'arriver, on se sent en sécurité, on se sent bien». Enfin, voilà, là, c'est le pouvoir de la musique, je pense, donc peut-être, ouais, le la musique nous accompagne et c'est comme un un lit très très douillet ou une couverture ou quelque chose qui nous fait du bien. Je ne peux pas vivre sans musique et vivre la vie sans musique, ce serait impossible. Tu qui là maintenant? Alors maintenant, j'écoute qui? Ce 6 J'éc novembre 2024, pour Eh bien, toi. j'ai téléchargé ce matin, l'album d'une de mes artistes préférées du moment qui s'appelle Mitchell Gurevich. Je ne sais pas si tu la J'avoue, je connais? la connais pas. Et il faut absolument, écouter ses albums. Je l'ai vu une fois en concert et j'écoute tous ses albums et je suis, tellement d'accord avec ce que j'écoute. C'est passionnant, c'est très beau. Il y a quelque chose d'un peu rock, mais un peu, slave aussi dans sa façon de composer. Elle a une voix très grave et ce matin, je suis donc son travail et ce matin, je me demandais quand est-ce que son disque allait sortir. Je savais qu'il y avait un album qui sortait et en ouvrant mon Instagram, je tombe sur une publication qui me dit qu'on pouvait, exclusivement sur un certain site, télécharger, acheter cet album et je l'ai fait, je l'ai écouté juste avant de venir. Donc voilà, mais et toute sa discographie, je l'écoute dans le désordre et je l'adore. Donc voilà, s'il faut citer quelqu'un, on va citer Mitchell Gurevich. L'album du jour. Gurevich peut-être. Ça nous amène aussi à un autre aspect de tes activités parce que on n'en a pas parlé, tu es aussi producteur, tu as ton label. C'est Mmh. un peu atypique dans le monde de la musique. Généralement, il y a une maison de disques derrière, ils font Non, tout le il y a job pas ou mal il y a quelques artistes c'est qui un ont côté indépendant aussi, que tu voulais? c'est un côté indépendant, et puis c'est vrai que l'industrie musicale m'intéressait. J'étais pas, je suis créateur, mais c'est vrai que les industries m'ont toujours intéressé ou découvrir comment les choses étaient faites. Je me rappelle que dans les années 90, je regardais les séries télévisées, puis après je regardais les génériques, qui faisaient quoi, je faisais des recherches, enfin, j'ai toujours aimé cet aspect-là. Et pareil pour les disques, on regardait les livrets, on regardait qui réalisait, qui produisait, et cetera. Et j'avais peut-être cet idéal
d'une sorte de petite écurie ou catalogue idéal avec quelques artistes dont je serais fier de publier les disques sur mon label. Donc ça s'est fait naturellement avec le temps. Effectivement, j'ai créé le label 29 Musique, il y a eu quelques productions dessus. Et puis à un moment donné, ça s'est accéléré avec des rencontres, toujours des rencontres qui ont fait que aujourd'hui, maintenant, il y a peut-être 70 références. Ça reste un petit label, mais il y a un catalogue avec un certain nombre de chansons, pas que les miennes, mais ceux d'artistes que je publie dessus. Voilà. C'est un label plutôt thématique pour ceux qui ne connaîtraient pas ou c'est Il y a quelque chose qui relie tous les projets. Bon, déjà, il y a pas mal de projets qui sont des projets que j'ai produits, réalisés. Quand je dis produits artistiquement, dans le sens producteur. Donc j'ai fait la direction artistique, la composition, la réalisation. Donc il y a comme ça des albums pour Elisa Point, Marie-France, Loli Wish, Amina, Marie-Paul. Il y a eu pas mal d'artistes comme ça et ces projets-là sont sur mon label. Et puis il y a quelques artistes qui ont fait eux-mêmes leur propre musique, qui m'ont retrouvé. Et même si je ne suis pas l'auteur ou le compositeur de ces disques, il y a quelque chose qui nous lie, c'est sûr. Alors, ce qui nous lie, peut-être, c'est mes goûts. Après tout, on retrouve aussi bien une réédition de Frédéric Botton, qui est un de mes artistes cultes des années 60-70. Donc j'ai pu rééditer cette année éditer un live qui n'était jamais sorti, un live au Bouffe du Nord. Donc Frédéric Botton était le compositeur qui a fait chanter peut-être le plus d'actrices et le plus de personnages, qui a composé aussi bien pour Régine que Claudia Cardinal, que énormément d'artistes, qu'Alice Apritch, que même Charlotte Gainsbourg, il y a quelques années, il y a 10-15 ans, avait fait une chanson pour un film écrite par Frédéric Botton. Et il menait une carrière de chanteur un peu agitateur, il composait pour des revues. Et la découverte de ce genre de personnages qui sont plutôt cultes et underground, mais avec un talent incroyable, m'a sûrement inspiré et guidé. Donc voilà, j'ai pu finalement rééditer quelque chose d'inédit et il y aura d'autres éditions parce que finalement tout le monde connaît mais on n'en parle pas énormément. Je me demandais souvent où était passé parce qu'avec l'ère du digital, il y a énormément de choses qu'on ne trouve pas. Donc si on veut découvrir, il faut aller sur YouTube et il y a toujours des gens qui ont numérisé ou filmé des 45 tours, etc. Mais on peut trouver aussi bien Frédéric Botton que JJ Johansson, dont tous les albums sortent chez 29 Musique depuis maintenant 4 ou 5 albums. Qu'est-ce qui relie ces deux personnes? Une certaine façon de composer, un certain esthétique, peut-être quelque chose d'aussi cinématographique. Et voilà, peut-être des mélodies, une esthétique, mais avec des formes différentes. Voilà ce qui relie tous les projets du label. Mais ça peut être assez varié. Il y a eu des choses plus électroniques ou plus disco. Il y a eu des chansons pour des films. C'est assez varié, mais on va dire que le format chanson reste chanson, pop. Et voilà, c'est plutôt un songwriting en fait qui va être le dénominateur commun de tout ça. Parce qu'en fait, même JJ Johansson, dont on dit qu'il fait du trip-hop, en fait, toutes les chansons sont des classiques. On peut les chanter au piano, et là, ça ressemble plutôt au grand standard américain, presque, de la chanson, ou ça peut être du Sinatra, ou du Chet Baker. Et donc, finalement, et puis d'autres chansons de tous ces artistes ont aussi les mêmes qualités. Donc, tout ça, finalement, peut vivre ensemble, et en tout cas, trouver une cohérence esthétique au sein du label. Mais je ne m'interdis pas qu'il y ait d'autres choses qui sortent complètement de ce format ou de cette esthétique, mais pour l'instant, ça reste dans cette même lignée. Un autre aspect de ton travail, c'est aussi, je ne sais pas si c'est des commandes ou si c'est des propositions, enfin tu vas nous l'expliquer. Tu as écrit pour la mode, pour illustrer acoustiquement des défilés, aussi une revue au Crazy Horse. On est toujours dans cet univers très parisien, quelques grandes marques ici en France. Comment ça se met en place ce genre de collaboration? Enfin, je ne sais pas sous quelle forme d'ailleurs. En fait, les premières, elles arrivent par une commande ou une demande, ou parfois même un remix d'une chanson. Ils demandent les droits pour un extrait d'une chanson. Enfin,
Il y a eu des demandes comme ça et puis après, bah, les projets évidemment sont visibles et d'autres, certains les voient et après viennent vers moi pour me demander des créations originales puisque moi c'est vrai que ce qui m'intéresse c'est de créer des chansons originales pour illustrer des choses. Donc ça peut être faire chanter quelqu'un mais ça peut être aussi illustrer son travail et là en l'occurrence quand on me parlait d'une collection de vêtements, c'est intéressant de savoir qu'est-ce que le créateur a pu imaginer comme musique en fait. Tu échanges pour la beaucoup avec le designer de mode? Oui, à chaque fois, soit directement avec le designer, soit les personnes qui font la production de la vidéo ou Tu vois des en vêtements avant? l'occurrence, on me donne des images ou on me donne des mots-clés, des moods. Par exemple, c'est vrai que pendant plusieurs années, on a fait ça avec Marie-Paul justement, en tandem pour Mara Grazia Curie de chez Dior. Parfois, on n'avait pas d'images de vêtements, très peu, mais elle donnait, elle, quelques mots-clés en amont en disant 3-4 mots-clés ou une référence musicale ou quelque chose, mais ça restait quand même assez vague, mais suffisamment fort, les mots, pour qu'on puisse driver notre création et on tombait juste. Donc c'est comme ça qu'il y a eu, je ne sais pas si on peut les trouver encore sur Internet et sur Je mon crois qu'ils site, sont sur ton j'imagine. site d'ailleurs. On peut trouver On mettra le lien en pas mal de description. chansons qui ont été créées pour ces collections qui allaient d'une inspiration plus jazz à plus folk, à plus disco. Euh, donc ça dépendait des moods et des collections. C'est très intéressant d'exprimer en musique ou d'illustrer en musique par de l'inédit ce que quelqu'un d'autre a en tête. Ça me plaît beaucoup. On a parlé un peu de mode au tout début, enfin de lunettes plus précisément. J'ai cru lire quelque part que tu voudrais aussi aller vers l'univers de la mode en tant que créateur de vêtements cette fois-ci. C'est juste? Ah non? C'est pas juste? Si, je sais pas. Non, non, en fait, il y a plein de choses, hein, qu'on peut, être créateur, j'ai pas fait d'école de design pour ça, pour dessiner des vêtements à proprement parler. Mais je pense qu'un travail de directeur artistique, avec une équipe évidemment solide, quelque chose que j'aurais pu aimer faire dans la mode, dans le vêtement. Tu en parles au passé. Mais parce que je crois que je le ferai pas. En fait, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on peut avoir envie de faire, mais à un moment donné, il y a des choses qui sont plus fortes en nous que d'autres. Et puis, on est dans une époque où il y a une suroffre déjà. Il y a énormément de designers, de créateurs, de directeurs artistiques qui font de la mode et qui en font bien. Donc, il m'est plus vital à moi de faire ce que je fais actuellement que d'aller me lancer dans une activité qui va à nouveau produire des produits, de la fabrication, des stocks, enfin tout ça. On est quand même voilà, dans un monde qui surconsomme, qui surproduit. Je ne sais pas. Alors à travers quelque chose de très limité, peut-être lié à des musiques ou lié à quelque chose, et me dire tiens, je vais faire une série de. Il y a une maison qui fait des chemises il y a quelques années. C'est vrai que je me suis un peu calmé, mais je mettais beaucoup de chemises très graphiques. Donc j'ai une collection énorme de chemises graphiques. Et il y a une marque qui m'avait dit, eh ben, on pourrait peut-être faire une collection capsule avec toi et tu ferais la DA d'une collection de chemises. Bon, ça, pour l'instant, c'est pas fait, mais c'est des choses qui, oui, ça, de façon limitée, peut-être avec des acteurs qui sont déjà en place dans leur domaine, ça pourrait m'intéresser. Ou le faire pour des maisons en place. Mais en tout cas, moi, me dire je vais me lancer dans la création d'une ligne, d'une marque, et porter encore tout ça, non. Rien n'est définitif parce que j'ai encore un peu de vie devant moi, j'espère, mais je n'y pense pas. Raconte la forme avec le fond. Pour ton dernier album, tu as eu l'occasion, ou la chance, je ne sais pas comment on peut dire, de te faire photographier par le célèbre duo Pierre et Gilles. Ouais. Alors c'était un moment assez magique parce que j'adorais leurs photos et je les regardais, je les admirais beaucoup. Et rentrer dans le décor, c'est-à-dire que le jour de la photo, ils m'ont dit voilà le décor. J'ai découvert. Il y avait une sorte de mannequin en plastique à ma place. Et donc là, c'est vrai qu'on voyait déjà, on voyait le futur tableau. Et donc photo qui devient ensuite peinture, puisqu'ils
ils font la photo, et la photo est constituée d'une succession de décors, et Un en peu comme étant au théâtre ou derrière, à l'opéra. voilà, exactement. Et une fois que la photo est faite, il y a un tirage de la photo, et donc c'est Gilles, Pierre fait la photo et Gilles peint la photo, en soulignant des choses, en des détails, et cetera. Et c'est assez fascinant. C'est vrai que sur le moment, quand on voit déjà la photo le jour J, le tableau est déjà là. Et puis ensuite, quand on découvre la peinture, waouh, c'est encore plein de choses magiques. Là, c'est vrai il voulait m'arroser d'une pluie. Et ils m'ont dit, on va le faire à la fin, parce que si c'est pas bien, on aura tout gâché. Et c'est vrai qu'à la fin, ils ont fait la pluie. Et quand on voit même à la peinture, il a redessiné les gouttes sur le crâne, chaque goutte. Enfin, c'est vraiment un très très beau travail. Et c'est vrai que oui, je pense, j'en ai rêvé de faire une photo avec Pierre et Gilles. Donc, on se sent toujours un peu bizarre quand un rêve se réalise, et qu'on est là et on se dit, ah, est-ce que je suis vraiment moi? Je suis là. Je suis un peu comme si j'étais dans mon corps, mais je suis là sans être là. Enfin, on est un peu sonné parfois en réalisant quelque chose d'aussi fort. Et c'est vrai que ce jour-là, j'avais vraiment une grande émotion. Il me dirigeait au millimètre près, tourne un peu la tête, comme ci, comme ça. Tout était très, très calculé. Et en même temps, j'étais là, et je pensais à des choses aussi. Tu pensais à quoi? Ah, bah ça, je pensais à des choses secrètes. Je pensais à des choses secrètes, mais dans ma tête, j'avais vraiment une émotion, à me concentrer sur certaines choses. Et, et ça, voilà, ça a donné que d'ailleurs, ça a marché. Je me suis concentré sur une pensée précise que je partagerai pas. Et Pierre a dit, là, c'est bon, c'est parfait. Je sais pas à quoi tu penses, mais j'ai dit, bon, bah alors, bon, ok. Même eux ne savent Et pas alors. voilà, eux ne savent pas non plus. Voilà. Mais c'était assez magique. J'avais travaillé avec eux déjà sur des albums, sur deux albums que j'avais composés. C'est comme ça on a commencé un peu à se connaître à travers les années. Et il y a eu l'album de Lolly Wish, qui a chanté au Crazy Horse pendant des années, qui est une très bonne amie, qui est belge aussi, que vous connaissez peut-être, qui fait du burlesque, et qui a fait son album. On a fait tout un album ensemble. Et Pierre et Gilles avaient fait un tableau d'elle, qui est devenu la pochette aussi. Et puis il y a Marie-France, un album que j'ai fait avec Jacques Duval il y a l'année dernière, il y a 1 an et demi. Et Marie-France est l'artiste qui a été la plus photographiée par Pierre et Gilles. Ils ont plus de 40 photos d'elle à travers 40 années. Et quand on a fait l'album La nuit qui vient sera belle, on s'est revus avec Pierre et Gilles. Et on a fait cette image, un tableau qui est exposé d'ailleurs juste à côté du mien dans l'exposition, la dernière exposition de Pierre et Gilles. Et ils m'ont demandé qu'est-ce que je faisais en ce moment. Enfin voilà, on se parlait parce qu'on s'entendait très bien. Et on a forcément des artistes en commun aussi. Énormément des artistes avec qui j'ai travaillé ont un lien avec Pierre et Gilles, ou ont eu aussi leurs photos avec Pierre et Gilles. Donc c'était assez naturel. Quelques années avant, j'avais travaillé avec Sylvie Vartan, et eux sont des très très grands fans de Sylvie Vartan. Donc sur leur avant-dernière exposition, il y avait toute une pièce consacrée à une chambre d'un fan de Sylvie Vartan, des petites poupées, des tableaux, etc. Enfin, quelques temps après, j'ai fait l'album Merci pour le regard de Sylvie Vartan. On s'est encore recroisés à ce moment-là. Ils m'ont dit félicitations, etc. Donc on avait quand même une affinité artistique. Et puis là, je leur ai dit, bah, je suis en train de faire ce nouvel album qui va parler c'est comme un carnet de sentiments et une route nocturne vers plein de potentialités, de rencontres, d'aventures, de déceptions, d'engouement, de coups de cœur, de coups de foudre. Et ce serait peut-être l'occasion. Et là, ils m'ont dit, ouais, oui, oui, on va le faire. Et donc, quelques mois après celui de Marie-France, ils m'ont fait ce grand cadeau de faire la pochette, enfin le tableau. Et le tableau sert de pochette à l'album. Et il existe en tableau, donc en peinture, dans la dernière expo de Pierre et Gilles. Tu l'as pas chez toi? Tu as une repro Bah ou... non, malheureusement, Un jour les tableaux peut-être. se vendent, je pense, très très cher. Donc plusieurs personnes m'ont dit, mais alors tu crois que tu pourrais l'avoir le tableau? Bah écoutez, non, pour l'instant, il faudra peut-être vendre plusieurs millions d'albums, du grand danger de se plaire, mais voilà, mais je suis très heureux. En même temps, la galeriste m'a dit, vous savez, votre tableau, il a un aspect un peu plus classique que d'autres dans cette exposition. Elle m'a dit, votre tableau, il se retrouvera dans une famille de collectionneurs dans 100, 200 ans, 300 ans, et il aura une vie. Et ça, c'est très bien, que le tableau voyage. Moi, j'ai l'image, oui, oui, il y aura un tirage certainement bientôt. Voilà.
Tu viens de me lancer sur un truc, j'ai envie de rebondir sur un de tes titres, encore une fois. Avant de me faire oublier, tu viens de parler de ton tableau, comme tu imagines dans 200 ans, dans un salon bien placé. Peut-être, oui. Qu'est-ce que tu voudrais faire avant de te faire oublier? Avant de me faire oublier, vivre comme j'ai envie, faire ce que je sens avoir besoin de faire, mais Sans contrainte. je sais pas, est-ce qu'il faut vraiment réfléchir au moment où on se fait oublier. De toute façon, il y a tant de choses que il serait bien prétentieux de penser qu'on va pas nous oublier, donc de toute façon, on va se faire oublier. Voilà. Et le titre de l'album, tu viens de le dire également, le grand danger de se plaire. Est-ce que c'est un danger de se plaire? Bah, le grand danger de se plaire, oui, c'est un danger, mais c'est un danger, c'est une façon de dire que l'attraction est dangereuse, mais c'est un danger aussi qui nous attire, qui peut nous faire du bien, donc qui nous fait du bien, d'ailleurs, on le dit dans une des chansons. Le grand danger de se plaire, c'est aussi, c'est une façon peut-être de sacraliser ce moment où on va se lancer dans la grande aventure de rencontrer l'autre, de séduire, de se laisser séduire ou de s'embarquer dans quelque chose qui va durer ou pas. Enfin, c'est tout cette espèce de tourbillon qui fait un peu tourner la tête et qui pour moi est le grand danger mais c'est aussi c'est le grand plaisir, c'est la grande aventure. Donc c'est pour ça que d'ailleurs quand cette photo, la pochette du grand danger de se plaire, ils m'ont dit est-ce que tu as quelque chose de spécial à nous dire? J'ai dit non, pas vraiment, mais je pense que ce serait bien d'être habillé en smoking ou en nœud papillon, quelque chose. Non pas que je sors tous les soirs comme ça, mais parce que j'avais envie que ce soit un peu le grand soir, que ce soit important, parce qu'en fait, c'est important tout ça. Donc je voulais une tenue qui soit structurée, qui soit comme habillée pour la grande aventure de rencontrer l'autre et de partager ou pas quelque chose qui va durer. Donc voilà, le grand danger de se plaire. Eh bien, merci Léonard Lasry. Merci beaucoup. On mettra tous les liens en description. Allez découvrir. Raconte se lit, se regarde et s'écoute. Donc n'hésitez pas à consulter notre site. Mais je me rends compte que j'oublie quelque chose de crucial. On a un peu une question qui est la même pour tout le monde dans ce podcast, dans ces vidéos, qui est « Qui voudrais-tu voir entendre sur Raconte à ta place ?» Forcément quelqu'un où c'est réaliste, c'est-à-dire quelqu'un vivant ou qui j'aurais aimé. Mais écoute, tu as droit à un joker, donc tu as droit à quelqu'un de décédé. On a déjà eu plusieurs fois le cas. Non, et quelqu'un de vivant, c'est plus facile quand même. Quelqu'un de vivant que j'aimerais voir parler dans ce podcast. Bonne question. Attendez, je réfléchis quelques instants. Alors, je ne sais pas si c'est dans l'ordre du possible, mais c'est vrai qu'il y a un écrivain américain qui s'appelle David Levitt, que je trouve exceptionnel. J'adore ses livres, il écrit un peu moins, mais il a tant écrit sur la famille, sur les aventures humaines, sur la comédie humaine, etc. Je trouve que si vous pouvez faire un podcast avec lui. Alors ses livres les plus connus, c'est un livre d'il y a peut-être 20-25 ans qui s'appelle « Quelques pas de danse en famille ». Mais il y en a plein, il y en a eu, je sais pas, une douzaine. Je pense que c'est très intéressant de parler avec lui de plein de sujets. Tu lui poserais quoi comme question? Donc, voilà. Si tu avais l'occasion, s'il était là? Qu'est-ce que je lui poserais? À quand un prochain livre? On a hâte. Voilà. Eh bien, merci Léonard Lasry. Merci beaucoup. Raconte, s'écoute, se lit et se regarde.